Bonjour, nous nous retrouvons pour ce midi circulaire de la construction. Encore un midi circulaire consacré au recyclage dans la construction et donc pour faire suite à celui que nous avons eu sur l'importance du tri, pardon, qui faisait un peu le chapeau de ces midis circulaires, nous allons rentrer un petit peu dans le détail de tout ce qui est plâtre aujourd'hui. Donc les midis circulaires de la construction sont des ressources vidéo qui sont organisées à la fois par 3AR et ODIS. Et vous les retrouvez sur une playlist dédiée avec au moins une trentaine de vidéos sur un certain nombre de sujets. Et donc nous allons poursuivre après par la suite sur un midi circulaire, également sur les menuiseries. Donc sur les questions de recyclage, nous aurons balayé quelques filières et nous continuerons par la suite. Donc aujourd'hui, nous travaillons particulièrement sur la question du recyclage du plâtre avec trois intervenants. Donc nous allons commencer par Alicia Gori de la CERC, Anna Durcotti de Valobat et Jean-Yves Burgy de Ginger. Est-ce que Anne, tu veux rajouter quelque chose à tout cela? Donc voilà. Donc c'est Bonjour à parti. tous. Bonjour à tout le monde. Et donc du coup, c'est parti pour Alicia. Bonjour à tous. Donc, Alicia Gori de la CERC Nouvelle-Aquitaine. Peut-être que vous commencez à nous connaître. La CERC, c'est la cellule économique régionale de la construction. Donc, comme son nom l'indique, on est un observatoire régional sur la filière construction. Je rappelle très rapidement comment on s'organise. On est une association, donc on a des membres à la fois privés et publics. Vous pouvez tous les voir sur la slide à droite, notamment l'État, la région, mais aussi les organisations professionnelles. Et l'idée, c'est qu'on mette à disposition de nos membres, mais aussi à tout le monde, parce que la plupart de nos ressources sont disponibles à tous, un certain nombre d'outils d'aide à la décision qui sont organisés autour de 6 pôles, notamment la conjoncture, l'emploi-formation. Je ne les passe pas tous. Et surtout, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le pôle matériaux, déchets et économie circulaire. Donc, dans le cadre de ces travaux, on en a notamment fait un qu'on a initié l'année dernière, donc en 2024, qu'on a appelé les décryptages. Donc, on a sélectionné 6 flux, le plâtre, mais aussi le verre plat, le plastique, le bois, l'amiante et les terres polluées. Et donc, sur ces différents flux, l'idée, c'était de consigner dans un document très synthétique un certain nombre d'informations relatives au gisement, aux objectifs, aux conditions de tri, de stockage, comment c'était valorisé en région, quelles étaient les installations qui permettaient de le faire. Et ces travaux, pour l'instant, sont pas très largement diffusés parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aller un petit peu plus loin. Et donc, c'est ce qui fait qu'en 2025, on a décidé de réunir les acteurs de chaque filière autour de groupes de travail. Donc, on a commencé par le verre plat, là, en avril. Il y a la deuxième session qui se tient en juillet. Et puis, le prochain, normalement, devrait être celui du plâtre. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les acteurs de cette filière-là, de chaque filière, valide qu'on ait un consensus sur les chiffres qu'on a en termes de gisement notamment et en termes de gisement plutôt régional, voire départemental, parce que la difficulté, c'est toujours d'avoir un petit peu de finesse sur ces données-là, mais aussi d'être bien précis sur les acteurs qui sont présents sur l'ensemble de la chaîne, avec des cartographies un petit peu précises, et puis plus globalement d'identifier les freins et les leviers, parce que, chose que je n'ai pas encore précisée, ces décryptages, on les mène en coordination notamment avec l'ADEME et la région, et l'idée c'est pour eux qui ont des capacités d'accompagnement technique ou financier, d'un petit peu mieux identifier les besoins des territoires pour accompagner au mieux les porteurs de projets. Donc sur le plâtre, petit rappel, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, le fait que le plâtre est constitué principalement de gypse issu de carrière. Pour l'instant, le taux d'intégration du gypse, dans les usines, de ce qu'on a identifié, c'était jusqu'à 30 et l'idée, c'est qu'une fois que le plâtre, devenu un déchet, il va être broyé pour refaire de la poudre et être réintégré. Mais je ne m'avance pas trop parce qu'il va y avoir une super présentation bien plus précise par la suite. Et l'idée, c'est de se dire que voilà, le plâtre ne perd pas de sa valeur et donc va être recyclable à l'infini. Hem, En ce qui concerne les objectifs de recyclage, on a la REP qui a été mise en place. Donc, d'après l'étude de préfiguration de l'ADEME, en 2021, on était à 17% de recyclage et on a un objectif de 2027 qui est de 37% de recyclage avec un objectif, pardon, intermédiaire à 2023 qui était de 30%.
Si on regarde à l'échelle nationale, le petit graphique de droite, ça, ce sont les tonnages qui ont été recyclés en France, d'après le Syndicat national des industriels du plâtre. On voit qu'il y a une belle progression depuis 2016 avec, en 2024, 205 milliers de tonnes de plâtre recyclés, dans les usines françaises, ce qui permet d'atteindre un taux de recyclage de 34%. Donc on est plutôt sur une bonne tendance pour atteindre les différents objectifs. Là, je vous ai mis en couleur plutôt jaune, l'objectif de 2025, qui est celui de l'engagement pour la croissance verte de 250 milliers de tonnes recyclées de plâtre en France. Donc ça, c'est pour la France. Si on regarde un petit peu à l'échelle Nouvelle-Aquitaine, du côté des gisements, donc le gisement national, il est de 600 000 tonnes, et si on le rapporte à la Nouvelle-Aquitaine, ça fait à peu près 54 milliers de tonnes de plâtre, donc de déchets de plâtre. Là, je parle bien de gisements de déchets de plâtre qui se répartit sur les territoires. Alors là, on a fait une clé de répartition un petit peu classique avec la population. Je vous ai mis des fourchettes sur les départements parce que l'idée, c'est pas tant d'avoir une valeur euh, absolue, mais plutôt voilà, un ordre de grandeur pour positionner un petit peu son territoire, voir où c'est il y a des besoins de collecte, etc. Si on décline les objectifs de la REP en Nouvelle-Aquitaine, ça voudrait dire qu'en 2023, pour atteindre 30% de recyclage, il faudrait on ait été du coup à 16 000 tonnes recyclées et en 2027, il faudrait qu'on soit à 20 000 tonnes. J'anticipe pas trop sur la suite parce que justement, il y aura des éléments qui permettront de savoir où est-ce qu'on en est un petit peu mieux. Mais pour justement recycler, on a besoin de savoir où sont les infrastructures qui permettent de réceptionner ces déchets. Donc, je vous ai mis sur la carte les points de collecte, mais bien évidemment, ce n'est pas la seule source de collecte des déchets de plâtre. Il y a aussi la reprise sur chantier et d'autres exutoires. Donc là, vous voyez, on a les points de reprise qui acceptent les déchets de plâtre des professionnels en Nouvelle-Aquitaine, sachant qu'il y a aussi 52 points de collecte qui sont partenaires des usines identifiés par le syndicat national qui peuvent être parmi ces points-là. Là, sur le maillage REP, du coup, on atteint 563 sites qui se décomposent en 38 déchetteries professionnelles, 279 déchetteries publiques qui réceptionnent des déchets de professionnels, 237 distributeurs et négoces et 9 plateformes d'inertes qui reprennent également du plâtre. Les déchets qui sont collectés sur ces points de reprise peuvent aller n'importe où en France, mais on a 2 usines en Nouvelle-Aquitaine qui permettent de recycler le plâtre, qui sont donc Placo-Plâtre en Charente et Signat du groupe Etex en Gironde, et euh, donc voilà, qui recyclent ces déchets de plâtre. Ce qu'on peut voir sur la carte, c'est que ça a l'air plutôt globalement bien couvert, mais donc la question que je pose aux intervenants suivants, c'est finalement en Nouvelle-Aquitaine, en termes de collecte et de traitement, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est performant en Nouvelle-Aquitaine? Voilà. Qu'en est-il? Ah, c'est génial ça, ouais, c'est comme si ça avait été travaillé. Bon, allez, Anna, peut-être, est-ce que tu prends à la balle au bon? Je vais effectivement essayer de répondre en partie à cette question. Alors, je vais vous partager mon écran. C'est bon, vous voyez? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Anna Durchetti et je suis donc chef de projet régional sur la partie Nouvelle-Aquitaine Ouest Occitanie pour Valobat, qui est un des 4 éco-organismes agréés sur la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment. Pour vous présenter Valobat en quelques mots, on est donc un des 4 éco-organismes. On est une société anonyme à but non lucratif et on bénéficie d'un agrément de l'État jusqu'en fin 2027. On est à but non lucratif parce qu'on vit exclusivement, on fonctionne exclusivement sur les éco-contributions des metteurs en marché et fabricants qui sont donc tenus d'adhérer à un éco-organisme pour prendre en charge la collecte et la valorisation des déchets. C'est ça le principe d'une filière de responsabilité élargie du producteur. Dans le cas de la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment, il y a donc 4 éco-organismes et on est le seul à être agréé sur les 2 catégories, c'est-à-dire les matériaux inertes, qui concernent le béton, les tuiles, les céramiques, etc. Et la catégorie 2, qui concerne tous les autres matériaux, dont le plâtre.
On a aujourd'hui plus de 7000 adhérents au sein de Valobat et on représente un peu plus de 55% d'émetteurs sur le marché. Depuis le démarrage opérationnel de la filière, c'est-à-dire depuis qu'on a mis en place la collecte de manière effective sur le territoire national, on a ouvert un peu plus de 4500 points de reprise, tous points de reprise confondus, c'est-à-dire distributeurs, déchetteries professionnelles et déchetteries publiques. Et on a aussi tout un tas d'autres solutions dont je vais vous parler par la suite. Alors, concernant les tonnages, effectivement, qu'Alicia a présenté un petit peu précédemment, moi je vais vous faire un zoom sur la partie Nouvelle-Aquitaine à partir des données Valobat, donc des données dont je dispose qui ne sont pas des données de la filière en entier parce que malheureusement, l'OCAP, donc l'organisme n'a pas pour le moment à date fourni de données consolidées, donc je ne suis pas en mesure de vous les présenter. Pour autant, on représente 100% des metteurs en marche sur le plâtre. On gère la totalité des collectivités et l'écart par rapport au tonnage de la filière, il va se situer plutôt sur la partie point de reprise en fait. Donc sur les données, on voit bien qu'en 2024, on a collecté 107 000 tonnes. Et ça, c'est au national, et 7 730 tonnes en Nouvelle-Aquitaine. On était sur un démarrage, on a démarré la collecte sur les points de reprise déjà en 2023 et sur les chantiers, on a démarré fin d'année 2023, tout début 2024. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est vraiment sur un développement de la collecte qui est très important, notamment sur le flux. Les tonnages 2025 de janvier à avril, donc vraiment sur cette première partie d'année, on est déjà quasiment au tonnage équivalent de ceux collectés pour l'année entière en 2024. Si on fait une extrapolation de ces tonnes, on peut s'imaginer, si on se maintient sur cette collecte-là, qu'on arrivera en Nouvelle-Aquitaine à quelque chose comme 22 500 tonnes à la fin de l'année et au national à près de 280 000 tonnes. Soit au final, on atteindra déjà les objectifs fixés par la filière et normalement prévus pour 2027. On a un véritable engouement sur ce flux, sur la collecte de ce flux. Et ce qu'on va voir, si on le détaille un petit peu par typologie de collecte, voilà, c'est qu'on a donc différents. Quand vous êtes détenteur d'un déchet de plâtre, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous pour aller vider, pour aller déposer ces déchets de plâtre. Vous avez donc les collectivités, les déchetteries publiques. Et là, on voit que les déchetteries publiques en Nouvelle-Aquitaine concentrent 62% de la collecte du plâtre sur notre territoire. C'est lié au fait que les collectivités ont vraiment, se sont vraiment emparées de cette collecte-là et n'avaient pas forcément de collecte séparée de ce flux. C'était les déchets de plâtre allaient généralement en tout venant et elles ont vu avec la REP PMCB l'opportunité de faire une collecte séparée de ces déchets-là. Ça leur permet de réduire de manière assez significative les tonnages de tout venant et de supporter les coûts forcément liés à ces tonnages collectés. Et ce que les collectivités apprécient et ce qui fait que ça fonctionne aussi bien aussi en collectivité, c'est qu'il y a des solutions de collecte adaptées avec des bennes en bas de quai, ce qui arrive souvent dans les collectes en déchetterie, mais aussi des solutions de bornes type point d'apport volontaire qui permettent à des collectivités qui manquent de place parce qu'il y a de plus en plus de tri et donc de plus en plus de quais occupés pour du tri sélectif. La borne, c'est une solution en haut de quai qui permet à la collectivité de pouvoir proposer le service et collecter de manière séparée un certain nombre de matériaux et dont le plâtre. On a aussi, ensuite, dans la répartition des tonnages collectés, 21% du plâtre qui est collecté à travers des points de reprise. Donc, vous avez les distributeurs,
les déchetteries pro, qui sont donc deux types d'acteurs. Les distributeurs, dès lors qu'ils ont une surface de vente de plus de 4000 m², ils ont l'obligation de mettre la rebâtiment. Et donc, ça veut dire que particulier ou professionnel, vous pouvez, si vous avez un déchet de plâtre, aller vers ce type d'acteur et déposer de manière gratuite vos déchets dès lors qu'ils correspondent aux consignes de tri de la filière. On a aussi 16% des tonnages, et ça c'est le tonnage qui est en plus grande croissance, 16% des tonnages collectés qui viennent des chantiers. C'est-à-dire que lors d'un chantier petit ou gros, d'ailleurs, du logement individuel ou des gros logements, enfin, ou des gros chantiers, vous avez la possibilité, l'entreprise de travaux a la possibilité d'avoir recours à un gestionnaire de déchets qui va mettre en place des solutions de collecte, des bennes sur son dépôt et sur le chantier, pardon, et qui ensuite vont être collectées et là encore bénéficier d'une gratuité dans le traitement si elles sont conformes aux consignes de tri. Et enfin, un dernier pourcentage des tonnes collectées qui vient de la reprise sur entrepôt. Ça, c'est une solution aussi qui est offerte pour les artisans qui génèrent des déchets et qui ramènent des déchets sur leur dépôt et qui ont besoin d'une solution de collecte directement sur le dépôt. C'est ce qui explique que le pourcentage est un peu moins élevé, mais c'est là aussi un mode de collecte qui est en croissance. Sur la partie chantier, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais vous avez pour faciliter la mise en place de la REP et de la collecte du plâtre, notamment sur les chantiers, vous avez des solutions. On propose, nous, Valobat, des solutions avec des partenaires pour la formation au tri, qui sont plutôt des formations destinées aux entreprises de travaux, entreprises générales, pour mettre en place, pour comprendre les consignes de tri sur les chantiers. Et on a plus largement des formations, enfin des sensibilisations à destination plutôt des maîtres d'ouvrage et des architectes. C'est des solutions qu'on finance et vous trouverez les éléments si ça vous intéresse sur notre site internet. Donc, les consignes de tri du plâtre. Vous avez des déchets de plâtre. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre benne en Nouvelle-Aquitaine? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on a un cas un peu particulier à la différence des autres régions, c'est-à-dire qu'on ne prend que ce qu'on appelle du plâtre simple, c'est-à-dire du plâtre sans isolant. On n'a pas pour le moment des préparateurs sur le territoire qui sont en capacité de séparer l'isolant de la plaque de plâtre. Donc, on ne prend que du plâtre simple. Et dans le plâtre simple, vous allez avoir aussi bien des dalles de plâtre que des plaques de plâtre classiques, des plafonniers, enfin tous les éléments en plâtre dès lors qu'il n'y a que du plâtre en quelque sorte. Par exemple, tous les éléments complexes sur un chantier, par exemple, du plâtre avec de la céramique, on ne peut pas le mettre dans la benne de plâtre. Du plâtre, des briques plâtrières, par exemple, qui contiennent certes du plâtre, mais aussi du déchet inerte, on ne peut pas les mettre dans la benne de plâtre. Donc, on a des consignes de tri qui sont assez strictes et ce qu'on attend aussi de la collecte de la collecte du plâtre, c'est qu'elle soit faite dans une benne ou un contenant fermé parce que pour les filières de valorisation, pour les exutoires finaux, les usines qui vont consommer ces matières, il faut que la matière soit la plus sèche possible. Pour vous expliquer un petit peu le schéma et que vous compreniez ce qui se passe entre le geste de tri initial et la fabrication de la matière première de recyclage qui est réintégrée dans le processus de fabrication des plaques de plâtre. Donc, vous avez à l'origine les points de reprise, les détenteurs du déchet qui s'orientent soit vers des points de reprise, déchetterie pro, déchetterie publique et distributeurs. Ça, c'est plutôt pour les petits gisements diffus, les fins de chantier pour les artisans ou les petits travaux pour les ménages chez eux. On a ensuite la partie reprise sur le dépôt pour les artisans qui ont des volumes un peu plus conséquents et qui ramènent des déchets sur leur dépôt. Et enfin, les chantiers, donc là, plutôt des gros volumes sur un espace, un moment donné et sur un espace toujours identique.
Ces tonnes-là sont collectées par les plateformes de massification et tri des déchets. Les massificateurs qui sont donc soit des titulaires de marché, soit des opérateurs qui sont en contrat avec nous et qui sont agréés, référencés chez nous. Tous ces acteurs-là donc, vont trier, séparer les premiers indésirables qu'ils vont constater sur la matière, mettre du surtri ou du déclassement si les matières ne sont pas conformes aux standards. Et une fois que ces matières sont massifiées et qu'il y a eu un premier tri du plâtre, ils les envoient vers les titulaires de nos marchés de préparation, qui sont d'autres opérateurs qui sont spécialisés dans la préparation des déchets de plâtre. Et à ce stade-là, les préparateurs vont broyer la matière, séparer le plâtre du carton notamment, déferrailler, enlever le reste de métaux en tout genre qui peut encore se retrouver dans la benne. Et une fois qu'on a un produit qui correspond en fait aux spécifications techniques, au cahier des charges de l'exutoire final, ils envoient ces matières vers l'exutoire final, donc l'usine consommatrice de matières premières qui va refabriquer des plaques de plâtre. Dans le cas des préparateurs, les préparateurs ont le choix de leur propre exutoire. Donc, en fonction de l'exutoire avec lequel ils travaillent, ils vont adapter la matière qu'ils vont livrer, préparer plus ou moins la matière pour qu'elle puisse correspondre à la matière attendue par les fabricants de plaques de plâtre, dont les cahiers des charges entrants peuvent varier en fonction des process d'intégration de la matière. Comme on l'a dit, donc pour le moment, effectivement, vous avez deux usines qui sont en capacité de consommer la matière première, le plâtre recyclé en Nouvelle-Aquitaine, qui sont donc situées en Charente et en Nouvelle-Aquitaine, pardon, en Gironde. Et donc, voilà, pour le moment, c'est l'essentiel des exutoires sur les tonnes de plâtre collectées. Et je pense que Jean-Yves va vous détailler un petit peu plus maintenant le process sur, sur la partie recyclée. Très bien, merci beaucoup, Jean-Yves. Parfait. Nickel. Évidemment, si je passe en plein écran et que je ne fais pas attention. C'est ça, t'y étais. Alors, excusez-moi du cafouillage. Ça a l'air de, Alors, la de filière marcher. plâtre, donc très rapidement, hein, moi je suis Jean-Yves Burgy, je suis responsable de l'activité économie circulaire chez Ginger Deléo, chez lequel je suis arrivé en fait par la revente de ma société qui s'appelait Recovering, qui a œuvré très longuement pour le développement de la filière plâtre en France. Je ne vous présente pas le groupe Ginger, c'est un gros leader de l'ingénierie de prescription qui aujourd'hui fait à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est surtout connu pour ses activités en termes d'expertise géotechnique et puis aussi pour ses activités liées aux sites et sols pollués au travers de sa filiale Burgéap. Donc moi, je m'occupe de l'économie circulaire. On fait différents types de missions, de la planification territoriale, des études de faisabilité, de préfiguration de filières, des audits de plateformes. On est assistance à maîtrise d'ouvrage sur des chantiers en réemploi, en recyclage. On fait de la maîtrise d'œuvre, construction, déconstruction, puis on fait aussi pas mal de formations. Voilà. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je vais revenir un petit cran en arrière pour parler un peu de la matière première. Donc, le gypse, hein, qui sert à fabriquer effectivement les produits à base de plâtre, et notamment la plaque de plâtre. Donc, on a du gypse naturel, qui est un dépôt marin. Là, on en extrait quand même une partie très importante dans des carrières à ciel ouvert. Mais il existe encore
quelques carrières souterraines en exploitation, notamment en France. Il en existe encore deux. Ensuite, on a des gypses de synthèse qui existent, hein, qui sont des sous-produits de différentes fabrications, comme par exemple le désulfogypse, qui est issu de la production d'énergie à base de charbon. Donc, chez nous, ça n'existe pas, puisqu'on a fait un choix énergétique qui est le nucléaire, alors que nos confrères allemands, eux, fonctionnent encore beaucoup aux centrales charbon et sont obligés d'abattre le soufre à la cheminée de ces centrales charbon, et ils fabriquent un gypse de synthèse ultra pur qui rentre dans la composition notamment de la fabrication de la plaque de plâtre. On a aussi du phosphogypse qui est issu de la fabrication d'acide phosphorique. Ça, c'est toute l'industrie des engrais. On n'a plus ce type de fabrication chez nous. On en a eu dans le passé, mais les entreprises se sont délocalisées. Et puis, il y a aussi d'autres procédés chimiques. Tout ça pour vous dire qu'en France, on est sur un fonctionnement quasiment que sur du gypse naturel en ce qui concerne la fabrication de produits à base de plâtre. On en extrait à peu près 5,5 millions de tonnes tous les ans. Donc c'est quand même un tonnage qui est conséquent, même s'il n'a rien à voir avec le tonnage des granulats qui sont à destination des produits béton et ciment. Et cette limitation en termes de tonnage a fait que le gypse a été classé en tant que ressource stratégique, et que certaines estimations laisse penser qu'on atteindra des pénuries d'ici un peu moins de 80 ans, d'où l'importance de rechercher aujourd'hui d'autres sources alternatives, dont le gypse issu des process de recyclage. Alors, quel type d'application avec le gypse? On fabrique des produits et matériaux de construction essentiellement, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, enduits et poudre. C'est un additif au ciment aussi qui sert à retarder en fait la prise du béton dans les toupies. Si jamais on n'ajoutait pas en fait du gypse en poste qu'un clair de ciment, on aurait une prise très rapide en un quart d'heure, alors qu'il faut au moins généralement 1 heure à 2 heures pour aller livrer le béton à destination. Donc, il est important de pouvoir contrôler cette prise, et c'est le gypse qui sert à cette fonction-là. Et puis, on a aussi des applications en agriculture. On peut faire de la correction de pH, de salinité, et puis c'est aussi un additif au compost. Enfin, on a une application beaucoup plus marginale qui est une application en cosmétique, comme dans des dentifrices ou des crèmes de soins. Donc, le plus gros consommateur est la fabrication de plaques de plâtre. Il y a plus de 3,5 millions de tonnes qui extraient des carrières qui sont destinées donc à la fabrication de ce produit post-Seconde Guerre mondiale. C'est un produit qui est assez récent en termes de technique constructive. Et ces 3,5 millions de tonnes extraites représentent quasiment 80% du tonnage global. On a 9 usines de fabrication de plaques en France, donc 2 en Nouvelle-Aquitaine qu'on a déjà citées. On en a 9 aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, on en a eu 8, puisqu'une nouvelle usine vient d'être démarrée au niveau de Fos-sur-Mer. Alors, ça n'aura pas de conséquences importantes au niveau de la production de tonnes de gypse nationale, puisqu'en fait, cette usine qui sort de terre va importer son gypse en provenance d'Allemagne, pas d'Allemagne, pardon, en provenance d'Espagne, et par bateau. Alors, naturellement, hein, quand on cherche à faire du recyclage, on va regarder quelles sont les applications, et dans ces applications, on va regarder quelles sont celles qui peuvent constituer des exutoires. A priori, on pourrait faire du recyclage dans toutes les applications dont je vous ai fait la liste auparavant, mais ça pose quand même pas mal de soucis techniques, hein. Avant d'aborder les soucis techniques qu'on peut rencontrer dans le recyclage dans la plaque de plâtre, on va regarder ce qui se passe notamment au niveau du ciment. Donc, le recyclage du gypse dans le ciment est possible, mais en fait, ça ne va être la possibilité que pour certaines gammes de ciment à destination d'applications non nobles. On ne va pas notamment utiliser du gypse recyclé pour fabriquer le béton du viaduc de Millau. Et en fait, en fin de compte, quand on regarde sur les aujourd'hui 18 cimenteries qui restent en France, il n'y en a que 2 qui utilisent aujourd'hui du gypse recyclé de manière extrêmement marginale. Ensuite, l'application en agriculture, elle est possible, moyennant quand même le fait qu'il faille faire notamment dans certains cas,
les plans d'épandage. Mais de toute façon, cet exutoire est peu utilisé car il y a peu de sols qui le nécessitent en France. Et puis, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que les besoins sont saisonniers et que donc ça ne pourrait être qu'un exutoire sur quelques mois de l'année, et alors que la production de déchets, c'est tout au long de l'année. Donc, il nous reste finalement la fabrication des produits matériaux de construction. C'est tout à fait possible dans les plaques de plâtre, avec un débouché qui est constant toute l'année. Et le process de recyclage, finalement, il s'intègre sans trop de difficultés, mais cela nécessite quand même quelques investissements pour pouvoir notamment passer certains seuils de taux de recyclage. Lorsqu'on recycle 3 ou 4 000 tonnes par usine, tout se passe bien. Et puis dès lors que l'on va commencer à aller chercher dans les 25-30 000 tonnes, il va falloir s'équiper de nouveaux équipements afin de faciliter la réintégration des gypses recyclés. Alors, je vous ai fait un petit schéma, hein, un process de fabrication de plaques de plâtre. Là, on va extraire donc des marges en haut à gauche le gypse des carrières, on va le broyer, on va le cuire une première fois pour le déshydrater, puis ensuite on va lui adjoindre des additifs, et puis on va le réhydrater. C'est un peu une dépense énergétique qui est, somme toute, un peu idiote comme ça sur le papier, mais en fait, c'est un cycle qui est nécessaire pour passer d'un état à l'autre, de gypse au plâtre, et de pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite. Donc, une fois que cette gâchée hein, est prête, on va l'étaler sur un carton, et puis ensuite on va le recouvrir d'un autre carton, on va laisser le plâtre prendre prise comme ça, enfermé entre deux feuilles de carton, et puis en bout de chaîne, on va le couper. Mais là, on se retrouve finalement avec une plaque de plâtre qui n'est pas terminée. Il va falloir la sécher, et on passe finalement en sens inverse dans un sécheur qui va permettre de finaliser le temps de prise, la prise de la plaque, et puis sa mise en pile, et puis ensuite son expédition. Alors, quand on regarde et qu'on revient un petit peu en arrière, en approvisionnement, on peut avoir un atelier de recyclage qui va fournir en fait à l'usine du gypse recyclé, qui sera mis en mélange avec du gypse naturel et qui repassera donc dans le circuit de fabrication que je viens de vous décrire. Alors, c'est pas aussi simple que ça hein, de recycler des déchets de plâtre. Comme je le disais, quand on recycle quelques milliers de tonnes, ça va, mais ensuite, quand passer à des seuils beaucoup plus importants, ça devient plus compliqué. Alors, de toute façon, il faut un parfait respect des cahiers des charges de la filière. Donc, pour les déchets bruts, là, on a déjà parlé, il faut absolument limiter le nombre d'indésirables, hein, tout ce qui est pinceau de bois, profilés métalliques, ancien papier peint, etc. Tout ça, il faut le retirer. Tout ça, pour cela, il y a des cahiers des charges qu'il faut absolument respecter. Et puis ensuite, en deuxième étage, il y a les transformateurs, les préparateurs de matières premières secondaires, de gypse recyclé, qui eux ont des cahiers des charges qui proviennent des usines qui vont réintégrer la matière première secondaire dans la fabrication et qui imposent des paramètres et des caractéristiques tels que de la granulométrie, un taux de carton résiduaire très limité, des taux de présence de produits de refuge et d'additifs. Voilà, tout ce qui peut perturber, entre guillemets, le fonctionnement d'une chaîne de fabrication de plaques de plâtre en temps normal, il faut absolument limiter donc les impacts de différentes caractéristiques que je viens de citer. Alors, on peut se poser la question si on va être capable effectivement d'absorber hein, ces fameux 600 000 tonnes de déchets que l'on génère annuellement sur le territoire. Alors, je me suis permis de faire un petit calcul très rapide. On a donc 600 000 tonnes de déchets pour une consommation de gypse sur les chaînes plaques de 3,5 millions de tonnes. Ça nous amène grosso modo à avoir
un taux de recyclage en moyenne de 17%. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Tirer des conclusions à partir d'une moyenne, ce n'est pas pertinent. En fait, déjà, les fabricants ont différents types de plaques, hein, des plaques feu, des plaques roses, des plaques vertes, hydrofuges, etc. Et toutes les plaques ne supportent pas finalement et facilement les mêmes quantités de recyclés. Donc il y a un pilotage extrêmement très fin au niveau de l'usine et notamment des chaînes plaques pour pouvoir intégrer du gypse recyclé dans les différents types de plaques que l'on fabrique. Et puis au bout d'un moment, il faut quand même investir, mettre de l'argent sur la table, notamment en mettant en place des nouveaux silos de réception de gypse recyclé pour les séparer des silos d'alimentation en gypse naturel afin de permettre des dosages beaucoup plus fins. Enfin, on est quand même très positif sur la question puisque Anna et Alicia ont déjà fait état. Il existe en fait des études qui ont été faites, notamment dans le cadre d'un consortium qui s'appelait Gypsum to Gypsum, qui laissait entendre que le taux de recyclage maximal dans la plaque de plâtre pourrait être de l'ordre de 30%, mais on a déjà eu aujourd'hui des articles de presse qui ont fait état de plaques de plâtre fabriquées à partir de 100% de recyclage. Bon, tout ça, c'est à affiner. On est à l'aube de la filière, hein. C'est une filière qui est finalement très jeune, hein, contrairement à la filière du papier carton ou du bois. Elle n'a qu'une quinzaine d'années et les fabricants de plaques de plâtre, qui sont des majors, seront à même d'investir suffisamment en R&D pour pouvoir développer des procédés. Il y a une autre question plus locale des deux usines en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'elles auront la capacité d'intégration des 54 000 tonnes de déchets provenant de Nouvelle-Aquitaine? Ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre aujourd'hui. Elles ont des capacités de fabrication de l'ordre de 25 à 35 millions de mètres carrés par usine. Je ne dévoile pas laquelle des deux a la plus grosse capacité. Et donc, on peut penser que sur les à peu près 600 000 tonnes de gypse naturel qu'elle consomme, elle pourrait quand même théoriquement absorber les 54 000 tonnes de déchets de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est sur cette parole très positive et très rassurante que je finis mon exposé pour laisser, je pense, la place aux questions. Ben, effectivement, c'est parfait. J'ai l'impression que vos interventions étaient claires et articulées, ce qui nous permet de voir si jamais il y avait un trou dans la raquette. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ou des remarques, hein, peut-être. Antoine? Allez, puisque personne ne prenait la parole, juste un petit complément. Dans le cadre des travaux d'appui et des aides que peuvent apporter l'ADEME et la région, on a eu des dossiers, on a eu l'occasion d'aider l'usine de Gironde pour qu'elle augmente sa capacité d'intégration de fluides recyclés. Et on a également des équipements qui sortent de terre, effectivement, pour Placo, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et je vous confirme que les ordres de grandeur des flux estimés pour la Nouvelle-Aquitaine pourront être absorbés. Ensuite, ce sont des questions qui ne se limitent pas à la Nouvelle-Aquitaine, puisque les usines de traitement, leurs implantations, il n'y en a pas nécessairement à proximité dans les départements voisins de l'ouest de la France. Et donc, il y aura sans doute des flux qui viennent plus du nord de la Nouvelle-Aquitaine, enfin d'autres régions, Bretagne, Centre-Val de Loire, etc. Il y aura sans doute des flux qui pourront venir alimenter. Voilà, et les frontières régionales ne sont pas hermétiques, et donc c'est l'implantation des sites qui peuvent recevoir ces flux-là qu'il faut également regarder. Mais les ordres de grandeur sont effectivement respectés. Ensuite, ce qui est très important de voir, c'est effectivement quelles sont les conditions d'accueil de ces sites, et ça a été évoqué tout à l'heure par Valobat. Il y a la question du surtri
qui peut être fait sur les flux qui seraient collectés en Nouvelle-Aquitaine. Et là-dessus, il y a peut-être encore des choses qu'on aura à regarder. Le site de Nantais, en partenariat avec Placo, permettra d'accueillir des flux de catégorie 1 et 2, ce qui n'est pas nécessairement le cas des textes. Donc voilà, ils ont chacun leur mode de fonctionnement, donc il faudra qu'on regarde tout ça et voir quels sont les besoins d'accompagnement du développement d'équipements de surtri. Ça, c'est pour le surtri. Et donc, je pense que ça, étant donné que c'est relativement concentré comme industrie, ça sera, j'imagine, assez faisable d'adapter la filière. La question du maillage territorial et de la collecte est plus complexe, je pense, à analyser. On a vu les cartes de la CERC. Il y a la question du maillage avec les points de collecte et de reprise. Il y a les chantiers, etc. Et donc là aussi, tous les échanges qu'on pourra avoir avec les sachants, les personnes de la filière et les éco-organismes qui ont cette responsabilité d'organiser la filière sera intéressant pour comprendre s'il y a des zones blanches et des besoins d'appui ponctuels. Donc voilà, je pense que là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant et de faire connaître peut-être un peu mieux les aides proposées par les éco-organismes, notamment en termes de sensibilisation et de formation, notamment à destination des maîtrises d'ouvrage. Je pense que dans les acteurs qu'on rencontre sur le terrain, il y en a beaucoup qui n'ont pas connaissance de ces dispositifs, donc c'est quelque chose de très appréciable et à diffuser. Merci Antoine. Ben, je rebondis sur ça pour vous proposer effectivement de poser vos questions ou peut-être de peut-être témoigner soit de vos difficultés, soit peut-être de- d'idées que vous avez pu avoir sur vos territoires et qui ont permis de dépasser en fait cette question de justement de volume de tri possible sur le plâtre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner ou au contraire sur la partie positive ou la partie négative par rapport à la question du tri? Ne me laissez pas tout seul. Alors, bonjour Cécile Tesley au CEREMA. Moi, j'avais encore une question justement concernant le tri. Je voulais savoir si dans un avenir proche, on peut penser que certains préparateurs du territoire seront à même de séparer les plâtres et les isolants. Oui, c'est ce que effectivement j'aurais pu compléter là-dessus. On a donc comme je vous l'ai présenté, les préparateurs, ils sont soumis enfin c'est des titulaires de marché et on renouvelle le marché de préparation. Il va sortir cette année pour un démarrage l'année prochaine. On sait d'ores et déjà que on a plusieurs projets d'opérateurs pour mettre en place des installations plus performantes pour aller plus loin dans la préparation et pour nous permettre de proposer une consigne généralisée sur l'ensemble du territoire en plâtre complexe et avoir une harmonisation des consignes de tri au national en fait. Ça va arriver dans un avenir très proche. Merci. On voit bien qu'il y a quand même une dynamique sur le plâtre, tant en termes de quantitatif que d'équipement technique territorial, ça s'accélère quand même assez fortement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner ou poser une question? J'ai l'impression que ça a été particulièrement clair. Donc vous aurez une restitution de tout ça a priori très rapidement, peut-être même dans la journée. Vous pouvez retenir la date du 30 juin pour le prochain midi circulaire qui sera consacré aux espaces de stockage temporaire pour le réemploi. Et puis on se dit à bientôt et je remercie tous les intervenants pour ces interventions très intéressantes d'aujourd'hui. À bientôt, merci, au revoir. Merci à tous, Merci, au bonne revoir. journée. Merci à tous. Merci, Au revoir. Au revoir, bonne journée.